Laetitia, Salut. merci beaucoup de m'accorder cette interview. Ravie de t'avoir avec moi sur Hors Normes. Très contente, merci. Alors, tu vas nous parler de ta carrière, de ton parcours sportif, de tes exploits sportifs. On va parler aussi un petit peu d'intimité avec ton rapport entre le sport et le couple et aussi de Paris 2024. Okay. On va déjà commencer dans l'ordre chronologique. Comment tu as découvert le basket ? Le basket, j'ai commencé à jouer quand j'avais 8 ans, en 2003, parce que ma maman faisait du basket à petit niveau en loisir avec ses copines. Mais du coup, j'ai commencé le basket avec mes copines aussi dans mon petit village à La Roche-Blanche, à côté de Clermont, en 2003. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Super. Comment tu en es arrivé au haut niveau ? C'est un peu de fil en aiguille. Alors, je n'étais pas du tout prédestinée, je pense, à faire du sport de haut niveau. J'étais un petit peu plus grande que les autres. Du coup, en sélection, j'ai été remarquée un petit peu comme ça. Puis, au final, je me suis dit, pourquoi pas essayer de vivre toutes ces aventures à fond. Mes parents me poussaient un peu dans ce sens-là aussi. Garde la tête sur les épaules, fais tes études, tu verras où le basket te mène. Et au final, me voilà à Bourges, un club que je venais regarder quand j'étais petite. Donc voilà. Incroyable. Donc une question qui intéresse tout le monde, bien sûr. Tu mesures combien ? Je mesure 1m82. Waouh. Papa, maman sont grands ? Mon papa fait 83 et ma maman 72. Donc plutôt grand, mais pas non plus immense, quoi. Ouais, incroyable. Pourquoi Bourges ? Tu as grandi à Bourges ? Alors pas du tout, j'ai grandi du coup à côté de Clermont-Ferrand. Je suis partie à 12 ans au Crêpes de Vichy et après à 15 ans à l'INSEP à Paris. Mais c'est vrai que au basket à Clermont, ça a vite coulé et je venais voir les tangos de Bourges assez jeune. Je pense que la première fois que je suis venue voir un match des tangos, c'était en 2008, quelque chose comme ça. Incroyable. Donc j'avais 12-13 ans. Et j'étais fan. Et du coup, de jouer ici, c'est assez particulier. Trop bien. Donc, c'était un objectif pour toi de venir à ce club ? Mais à la base, même pas. Je me disais je pense que je me disais que c'était impossible, quoi. Donc, pas du tout un objectif. Et au final, me voilà ici. Donc, c'est ce qui est beau aussi, je pense. Et comment ça se passe dans les processus de recrutement ? Comment on en arrive à être recruté au Tango Bourges Basket ? Quand on a fait tout le processus de sélection, quand on est jeune, donc à 12-13 ans, on rentre au Crêpes. À 15 ans, on rentre à l'INSEP ou en centre de formation, comme à Bourges, il y a un centre de formation. Et après, à 18 ans, là, on signe avec un agent, un petit peu comme dans le foot. Ça se passe un peu comme dans le foot, on le voit souvent, il y a un mercato. Du coup, pour nous, c'est à peu près c'est toute la deuxième partie de saison, donc à partir de janvier, le mercato commence et en fait, les coachs et les présidents de chaque club demandent aux agents cette joueuse m'intéresserait. Elle vaut combien, etc. Et ça se passe comme ça, on signe des CDD de 1, 2 ou 3 ans. Donc moi, pour l'histoire, j'avais signé un premier contrat avec Bourges juste après le Covid de 2 ans. Après, j'ai reprolongé 1 an et là, j'ai reprolongé 3 ans jusqu'en 2026. Donc ça fera 6-7 ans que je jouerai avec Bourges. Et voilà comment ça se fait à peu près. Incroyable. Est-ce qu'on peut vivre du basket ? On vit clairement du basket, c'est vraiment mon métier. J'ai toujours fait mes études à côté, donc je suis aussi professeure d'EPS, mais le temps de finir ma carrière, je suis en disponibilité. Donc je vis vraiment que du basket, c'est ma seule source de revenus. Donc ça marche par subvention, c'est ça ? C'est des partenaires ? Alors c'est les subventions au club qui payent le club pour qu'on ait nos propres contrats. Mais on a un vrai contrat pro, on a des CDD avec le club, donc mon employeur est le Tango Bourges Basket. Et j'ai un CDD donc là de 3 ans pour mon nouveau contrat. D'accord. C'est assez rare comme système ça pour certains domaines de sport, parce que je sais que certains domaines c'est via un contrat avec l'armée. Ouais. Et ça marche pas du tout en termes de CDD. Ouais, ça dépend vraiment des sports, mais c'est vrai que nous, dans les sports collectifs, en général, ça se passe comme ça, on a vraiment de la chance. Mais c'est vrai que si on compare avec des gymnastes, des judokas ou autres, surtout des sports indives, c'est vraiment pas du tout le fonctionnement. Eux ont souvent des mécénats ou un contrat avec l'armée, la police, la SNCF. Ou avec un club aussi, mais c'est pas forcément leur principale source de revenus. Ils sont obligés d'aller chercher des sponsors, etc., personnels, pour pouvoir pallier à cette différence avec nous, les sports collectifs, où je pense on a de la chance. Tu nous disais que tu étais prof, du coup.
Comment tu as concilié tes études et le sport de haut niveau avec les Jeux Olympiques, tout ça Alors, ça n'a pas été facile. Ouais. Quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai eu mon bac, à la base, j'ai tenté une année de médecine, Ah parce que oui, mon rêve était de faire médecin ou cardiologue ou quelque chose oui, comme ça. d'accord. Avec les 2 entraînements par jour, c'était assez compliqué. Donc, à la base, je suis un peu partie par dépit en STAPS. Et en fait, D'accord. j'ai adoré parce Ouais. que j'ai retrouvé l'anatomie, la biomécanique et en fait, toute l'analyse aussi de mon corps par rapport au sport. Donc ça m'a plu. Au final, de fil en aiguille, me voilà professeur de PS après avoir réalisé mon master et réussi mon concours. Euh, voilà, j'ai réussi en me levant très tôt les matins parce que c'est vrai que j'ai essayé de signer un contrat avec un club où il y avait des études en parallèle, à savoir par exemple j'ai joué à Reims et il y avait une faculté de STAPS à Reims, D'accord. mais j'ai aussi joué à Rouen où il y avait une faculté à 1h15 de route à Saint-Étienne. Donc là, je me levais à 5h30 du matin, je m'entraînais 2 fois par jour, je faisais les allers-retours. Quand j'ai eu mon concours aussi, pour être titularisée en tant qu'enseignante de PS, je jouais à Mâcon. J'allais finir mon master 2 à Lyon, donc c'était 1h10 de route à peu près sans les bouchons. Ouais. Et j'étais prof à mi-temps à Bourg-en-Bresse à 50 minutes de Mâcon. Donc j'étais dans un triangle. La fast life. Voilà, la fast life. J'avais un coach qui nous faisait nous entraîner 4-5 heures et c'était pas de tout répit. Avec du recul, je me dis comment j'ai fait. Et en C'est fait, clair. trop contente de l'avoir fait parce que maintenant je suis sereine, je peux me consacrer à 100% au basket, me lever un petit peu plus tard, Ouais. faire des siestes, chose que je ne connaissais pas parce que c'est vrai que mes coéquipières avaient l'occasion de faire des siestes, se lever juste avant l'entraînement et c'était pas forcément mon cas. Mais voilà, dans le pris un petit peu dans le rush de l'enchaînement de la carrière et des études, ça se faisait bien et je suis bien contente de l'avoir fait maintenant. Je ne me reverrai pas du tout le faire. Tu m'étonnes, un parcours Ouais. incroyable. Les étudiants en disent quoi quand ils ont une Laetitia Guapo en tant que prof de sport? Mais c'est trop mignon parce que du coup j'étais leur prof en 2019 Ouais. et j'ai encore des élèves, donc j'étais en lycée, j'avais 22 ans, je venais d'avoir mon concours et en fait j'avais des lycéens de presque 18 ans. Ouais. Et c'était cool, la relation, on était assez proches, mais avec toujours beaucoup de respect. Ils me vous voyaient quand même, etc. Et encore aujourd'hui, quand il y en a beaucoup qui m'ont suivi au jeu, ils m'envoyaient des messages sur Insta en me disant Madame, vous êtes trop forte, Madame, on est à fond derrière vous. Et en fait, Trop ils me bien. vous voient encore, etc. Donc c'est énorme. Je ne l'avais pas dit, en tout cas au début, que j'étais basketteuse. Ils l'ont assez vite su avec les réseaux, Google, etc. Mais voilà, c'était cool et en fait, je suis contente aussi de leur partager mon expérience et mon amour pour le sport, toutes les valeurs et les lignes directrices que le sport m'a inculquées. Donc voilà, si ça peut être ma petite touche à moi pour apporter à ce monde de l'éducation au travers du sport à des élèves, j'en serais trop contente. Incroyable. Et du coup, donc après ta carrière, puisque un jour ça se terminera, ton objectif, ce sera d'être prof à 100%. C'est ça, prof. Alors, je sais pas à 100% parce que j'essaie de développer un petit peu d'autres choses aussi. Par exemple, intervenir au sein d'entreprises pour parler du leadership, de l'esprit d'équipe, etc. Ou alors tout ce que le sport a réussi à m'inculquer personnellement aussi. Donc, peut-être plus à mi-temps. D'accord. Mais je me vois vraiment transmettre à des élèves et à des enfants ma passion pour le sport et rendre un petit peu tout ce que le sport m'a inculqué. Donc plutôt conférencière. Voilà, Ouais. peut-être aussi. Ouais. Impeccable. Donc tu nous parles donc de ta carrière. Quel est ton palmarès? Mon palmarès, il me manque qu'une seule médaille, à savoir la médaille des Jeux Olympiques. Sinon, j'ai fait championne du monde, championne d'Europe, championne de France en 3-3, championne d'Europe et championne de France en 5-5. Et j'ai pas gagné la Coupe de France, donc j'espère que cette année avec Bourges Basket, on va gagner la Coupe de France, le championnat et l'Euroleague. Eh ben, je te le Pourquoi souhaite. pas. Bah ouais. Voilà. Et en plus de ça, faire les Jeux à Los Angeles pour aller chercher la belle médaille aux Jeux. Ouais, donc Los Angeles, c'est le prochain objectif. Los Angeles, c'est clairement le prochain objectif en équipe de France. À voir ce que la fédération et l'équipe de France va décider aussi, parce qu'il y a des jeunes joueuses qui poussent bien. Ouais. Mais c'est cool, ça évite de se reposer sur ses lauriers et ça permet de développer de nouveaux objectifs et continuer de progresser. Eh ben, je te le souhaite d'obtenir Merci. cette fameuse médaille. Merci bien. Une journée typique pour toi, ça s'organise comment?
Beaucoup d'énergie. Je me lève, ça dépend, mais je suis pas une lève tard, donc je vais me lever vers 7h30, 8h. Je peux me le permettre maintenant. Je vais faire, donc on a créé notre camp avec Franck, donc c'est un camp de 3-3 pour les moins de 15 et moins de 18 ans. Donc là, on est en train de travailler sur la 3e édition du camp. Ça se passe à Anglette sur 2 semaines, une semaine U15, une semaine U18. Pour 12 filles et 12 garçons par semaine, c'est mixte et paritaire. Et voilà, le but de ce camp, c'est de créer un vivier de joueuses et joueurs qui pourront intégrer les futures équipes de France de 3-3 et futures équipes professionnelles, comme Franck a la chance de pouvoir faire au quotidien. Donc ça, c'est mon passe-temps favori entre les entraînements. Après, je pars à l'entraînement vers 9h à peu près. Le matin, c'est souvent travail individuel et musculation. D'accord. Je rentre manger, je travaille sur la construction de notre maison l'après-midi. Et après, je retourne à l'entraînement. Et l'entraînement du soir, c'est plus collectif pendant 2 heures. Voilà, et je rentre dîner, jouer à des jeux de société avec mon chéri quand il est là, ou partager des moments avec ma famille. Et puis rebelote le lendemain. Donc des journées bien complètes. Voilà. Tu nous parles de Franck, donc ton conjoint. Tu l'as rencontré comment, Franck? Je l'ai rencontré au 3-3. Ok. Donc 3-3 depuis le début. On s'est rencontrés en 2019 sur des tournois et après on s'est mis ensemble en 2020, fin 2020. Donc voilà, ça se passe super bien. Lui, il a la chance de pouvoir vivre de sa passion aussi. Mais au début, il était basketteur pro de 5-5 comme moi et maintenant il a basculé basketteur pro de 3-3 depuis 2022. D'accord. Donc il vit sa meilleure vie à travers le monde. C'est un petit peu la même vie qu'un tennisman. Il enchaîne les tournois aux 4 coins du monde et voilà, il était salarié de la fédération. Ça s'est fini fin juin, donc pour l'instant il est en train d'essayer de reconstruire un nouveau projet avec une nouvelle équipe pro. Mais jusqu'à novembre, il fait partie de la Team Paris. Et voilà. Incroyable. Comment ça se passe une vie de couple quand on est 2 sportifs de haut niveau, avec une vie très rythmée comme la vôtre? Toujours plein d'énergie encore. C'est vrai que c'est fast life. Par exemple, avant-hier, il est rentré vers 18h, donc c'était mardi. Aujourd'hui, on est vendredi et il est reparti déjà jeudi matin à 4h du mat'. Donc voilà, c'est aux 4 coins du monde avec des jet lag, mais ça se fait et c'est trop cool parce qu'on a de la chance de pouvoir vivre de notre passion. On se comprend parce qu'on vit la même chose. On sait l'importance que notre carrière a l'un pour chacun d'entre nous. Et voilà, et on se comprend, on se complète bien et on se pousse bien. On a de la chance de pouvoir comprendre ce que l'autre vit, donc c'est cool. C'est très beau. Tu fais partie des couples phares du coup des Jeux Olympiques. Franck et Laetitia Guapo et Manon Appétit-Brunet et son conjoint. C'est très beau d'avoir des couples comme ça phares au niveau des Jeux Olympiques et puis même au niveau du sport de haut niveau. J'avais une question que j'ai oubliée. Je voulais en venir quelque part. Oui, Franck a ramené une médaille donc. Oui. Très contente. Ouais, franchement, trop contente pour lui parce que c'est vrai que du coup, de partager tous ces moments, on sait aussi les moments difficiles qu'on peut vivre chacun d'entre nous. Donc je me rappelle des premiers tournois où il perdait d'1 point et que c'était compliqué parce qu'il y avait les Serbes qui dominaient le basket 3-3. Et en fait, aujourd'hui, ils battent les Serbes et c'est presque tout le temps le cas. Et voilà, de voir l'évolution, de se dire qu'ils ont bien avancé et voilà, tous les moments un petit peu plus hauts et plus bas qu'ils ont pu vivre, le travail paye toujours, comme on le dit. Et voilà, la belle médaille en est un exemple concret. Et c'est incroyable, franchement, ils n'étaient pas attendus. Et en fait, ils ont été faire fermer des bouches et ils ont été le faire. Et ça s'est joué à rien, à un panier de cette médaille d'or. Mais franchement, c'est une trop belle médaille et c'est incroyable. Ça vient récompenser tout le travail réalisé. C'est très beau. Et tu parles des difficultés donc, dans le sport de haut niveau. Donc j'ai interviewé notamment Maxine, ta meilleure amie, qui, elle, a été confrontée à la dépression. Est-ce que toi, à un moment, ça t'a effleuré? Est-ce que tu as envisagé peut-être de tout arrêter par surcharge mentale?
Alors, j'ai jamais été en dépression par rapport au basket. C'est vrai que nous, on a de la chance aussi peut-être de faire un sport collectif, contrairement à Maxine qui était plus en individuel. Mais c'est vrai que, par exemple, après les Jeux, là, j'arrive en Lozère, il faut que je trouve une salle parce qu'on est au fin fond de la campagne, il n'y a pas vraiment de salle. Et en fait, il faut que je trouve une salle parce qu'il faut que je m'entraîne, parce qu'on reprend bientôt avec Bourges. Ouais. Et en fait, il faut se remotiver à se dire, purée, tous les jours cette année, j'arrivais en avance à l'entraînement, je repartais après parce que je faisais du rab. Et en fait, il faut se remotiver Ouais. à redoubler d'efforts pour aller chercher de nouveaux objectifs. Mais en fait, on le fait parce qu'on aime trop ça. Ouais. Et que le corps, pour l'instant, me le permet. J'espère que ça continuera pour longtemps. Mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé le basket de haut niveau, je me suis dit, oh, je m'arrêterai vers 25 ans. J'en ai 28 et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Donc voilà, mais c'est vrai que non, jamais de dépression, des moments plus down, où c'est vrai que ben, on a un petit peu moins bien joué, on remet un petit peu tout en question, mais c'est ce qui nous aide à rebondir et à rebondir un peu plus haut. Donc c'est cool de voir ces évolutions-là. Donc par rapport à Paris, alors déjà j'ai plein de questions par rapport à Paris évidemment. La cérémonie, comment tu l'as vécue? Cérémonie d'ouverture. On t'a vu à un moment, j'étais filmée dans ma télé, tu étais trempée, Ouais, tu étais juste devant la caméra avec Franck. ouais. Comment vous J'étais en l'avez vécu? FaceTime avec mes Oui, meilleurs t'étais amis. sur ton téléphone, je te voyais. Ouais. Et comment tu as vécu cette cérémonie? Et ben, la cérémonie était incroyable. Donc il a plu, mais c'était Ouais, le petit truc en plus qui fera qu'on s'en rappellera à vie. Paris quoi. Qu'on n'oubliera jamais, exactement. Mais après, Paris était magnifique. Mm. Enfin, là, on se disait, wow, on a trop de chance d'être dans en France, dans une capitale comme ça. C'était trop beau, les monuments étaient trop bien mis en valeur, le monde était là malgré la pluie. Ouais, c'est Et clair. c'était ouf, l'ambiance qu'il y avait sur le bateau entre la délégation et la communion qu'on avait avec le public aussi. Et le FaceTime avec mes deux meilleures amies avec qui j'ai commencé le basket, avec qui D'accord. je suis née dans mon village d'origine. Une Incroyable. qui est à Montréal, une qui venait d'accoucher à Clermont. Oh, Donc trop contente de pouvoir partager ça aussi avec mes meilleures amies. Et voilà, et avec Franck en plus, c'était magique. incroyable et voilà. Ouais. Et je n'oublierai jamais. Ah bah, je m'en doute. Est-ce que tu... Alors, le basket s'est pas déroulé à Paris. Le basket s'est déroulé à Lille. Le basket 5-5. 5-5. Nous, basket Vous, 3-3, on est à Paris. Ah bon, Ouais. bah, je suis mal informée. Ouais. Voilà, j'ai Nous, pas on fait était mon place de taf. la Concorde, du coup. Et oui, en plus. Donc c'était incroyable, on avait 5800 places, donc c'est à peu près le Prado. Ouais, Sur 3 tribunes. Et en plus de ça, il y avait l'accès depuis la place de la Concorde où il y avait à peu près 25 000 personnes. Donc c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait à chaque fois qu'on allait au match, on passait place de la Concorde, on croisait les gens, etc. Et c'est ce qui est trop beau dans le 3-3 parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de séparation entre le public et les joueurs, joueuses. oui. Là, on communie tous ensemble et c'est incroyable. La proximité avec le public Exactement. était très belle pendant ces Jeux. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de polémiques aussi, donc notamment sur la cérémonie. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé de cette cérémonie Alors moi j'ai adoré. Alors c'est vrai que nous on n'a pas trop vu le spectacle Ouais. du coup parce qu'on attendait dans le bateau et après on a communié avec les gens. Nous on a adoré, c'était trop bien et en Ouais. fait les gens ont toujours quelque chose à dire dans tous les cas. Exactement. Franchement on a de la chance, c'était la première fois que c'était fait hors d'un stade et je sais pas si les gens se rendent compte des moyens déployés pour pouvoir réaliser cette cérémonie en termes de sécurité, en termes de spectacle aussi. Et voilà, on peut être fier d'être français et d'avoir réalisé cette performance. C'est clair. Il y a eu des polémiques aussi, notamment sur la nourriture au village olympique et sur les lits, les fameux lits en carton. Oui. Alors, pour la petite histoire, c'était la même chose qu'à Tokyo. Donc, D'accord. les lits étaient déjà en carton à Tokyo et on a très bien dormi. Ouais. Le lit était donc en carton, certes, mais le matelas était divisé en 4 et en fait on pouvait tourner les morceaux de matelas comme on voulait en fonction de si on voulait qu'il soit plus dur aux jambes et plus mou au niveau du dos, etc. D'accord. Donc c'était cool. Et la nourriture, c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu moins bien qu'à Tokyo. D'accord. Mais c'était quand même, franchement, c'est un problème de riche, entre guillemets. La nourriture était à profusion, H24, 7 sur 7. C'est vraiment incroyable. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on était 10 000 à manger en même temps, des fois. Donc, juste, c'était démentiel, quoi.
Est-ce qu'il y a une personnalité que tu as croisée, un sportif ou une personnalité, un chanteur, peu importe, Mais en fait, qui t'a marqué on de croisait fou? tout le monde, rien que dans notre délégation, déjà, quand tu croises un Marchand, Mhm. un Flo Manoudou, Ouais, une Clarissa Agbenienou, etc. Teddy Riner, c'est vrai que c'est incroyable. Après, quand tu croises tous les tennisman mondiaux, ouais, enfin, il y avait des volleyeuses brésiliennes hyper connues dans leur pays. Quand on allait sur Instagram, on voyait qu'elles avaient des millions de followers, ouais. etc. Donc, en fait, il y avait des stars de tous les côtés. Tout le monde est à son prime au jeu. Ça m'a moins choqué à Paris parce que je pense que j'avais déjà fait Tokyo, mais à Tokyo, tout le monde était hyper musclé. Tout le monde est en fait à son prime. Tout le monde est prêt pour Ouais. ce moment-là et au meilleur de sa performance. Donc c'est juste incroyable, quoi. On a vraiment de la chance de pouvoir vivre ça. Et puis sur le village, tout est gratuit. Il y avait une polyclinique où on pouvait aller faire notre protège-dents, nous au basket, des Ah ouais, lunettes. On pouvait aller chez le podologue, chez le gynéco. Et en fait, pour incroyable. nous en France, c'est à peu près normal, entre guillemets, avec la carte vitale, etc. Sauf que quand on le voit, à Bourges, on a des étrangères. Pour elles, elles ne connaissent pas la carte vitale et elles trouvent que c'est incroyable ce fonctionnement gratuit pour la santé. Et voilà, on voit, il y avait des TikTok des Américaines qui disaient qu'elles avaient Oui. été chez la gynéco pour gratuitement. C'est vrai que nous, on a l'habitude, mais les autres pays, non. Et on avait vraiment de la chance de pouvoir avoir tout ça mis à notre disposition. C'est fou. Ouais. Alors, il y a eu un petit jeu qui s'est installé au sein du village olympique entre tous les athlètes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était cette tendance avec Ouais. vos tours de cou et vos pins? Ouais, bah du coup, je les ai ramenés. Donc, on a tous une accréditation pour rentrer dans le village. C'est notre carte d'identité, mais c'est vraiment la chose qu'il faut qu'on ait tout le temps sur nous pour pouvoir rentrer, sortir et savoir quel sport on est. D'ailleurs, quand on croisait des sportifs, on essayait de se dire, ah purée, il est musclé comme ça doit être un volleyeur Ouais, ou voilà. Donc, c'était notre petit jeu. d'accord, Et après, donc moi, c'était marqué BK3, donc basket 3-3. d'accord. Et ça, c'est tous nos accès après qu'on avait. Et en plus de ça, on avait, donc là, j'ai deux pins dessus. La Tour Eiffel, par exemple, Ouais. et un pins de l'Espagne. Mais dans cette petite sacoche, j'ai tout plein de pins. Parce qu'en fait, du coup, donc ça, on n'est pas, pas concentré sur la compétition, mais en fait, quand on croise un athlète dans le village, le but, c'est aussi d'échanger et d'échanger des pins. Donc, quand on arrive dans le village, dans notre chambre, on a des pins de notre délégation, donc nous, les pins D'accord. français. Et on échangeait avec d'autres athlètes. Et avec Franck, on avait un petit jeu. C'était d'avoir des pins un peu rares, Ouais. à savoir de délégations qui n'ont pas beaucoup d'athlètes. Donc j'avais des pins du Liechtenstein où il y avait un ou deux athlètes, Santa Giulia. Il y avait enfin voilà, les pins un peu rares. Et donc j'en avais plein et c'était le Incroyable. truc. Donc voilà, et on échangeait. Donc là, tu vois, c'était Waouh, Papouasie-Nouvelle-Guinée, trop des chouette. pays que je sais même pas. Trop, trop Il y avait chouette. des pays que je savais même pas localiser sur. Sur Voilà, les ça c'est cartes. Santa Lucia. Génial. C'est des Euh, beaux pins en plus. voilà, le Chili. Ouais, après, tout le monde, il y en a tous qui Trop étaient. Il y en chouette. avait plein. Ah oui, le Belize, ils étaient deux athlètes, par exemple. Voilà. Donc, Et il y en a un qui t'a offert son pins. ouais, exactement. Donc après, on Incroyable. échange et voilà, c'est le petit jeu pendant les jeux, justement. Ouais, Le ça a petit fait jeu en fureur sur parallèle. les réseaux sociaux. Exactement. Je le voyais dans tous Et les ce qui a fait fureur stories. aussi, c'est le muffin au chocolat. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ah Il y non? avait un muffin au chocolat pendant les jeux qui a fait fureur. Et il me semble qu'aux États-Unis, il y a une boulangerie maintenant qui vend ces muffins des Ah ouais? jeux. Et il y a des heures de queue pour pouvoir avoir le muffin. Et on y a goûté et c'est vrai Incroyable. que c'était très bon. Incroyable. On n'en mangeait pas tous les jours et c'est Oui. pas pour ça qu'on n'a pas gagné. Voilà. Alors du coup, ouais, ce regret, Paris 2024. Ouais, alors regret oui et non, dans le sens où cette année on avait préparé au mieux qu'on pouvait. La fédération française nous avait pris de nos clubs, donc j'avais été prêtée de Bourges à la fédération française de basket pour préparer les Jeux. Et c'est vrai qu'aucun regret parce qu'on a mis toutes les chances de notre côté dans ce sens-là. On n'a jamais été aussi prête, mais c'est la loi du sport, il y a des victoires et des défaites. On n'a pas perdu de beaucoup, on n'était pas à côté de nos pompes non plus. Non.
Et voilà, je me rappelle qu'en 2022, on a fait championne du monde et on gagnait tous les matchs d'1 point, ou alors au buzzer, ou alors après prolongation. Et là, on a perdu d'1 point, ou alors Ça après se joue à rien. prolongation, etc. Ouais. Et du coup, malheureusement, ben, c'est la vie et il faut rebondir. Et c'est ce qui nous motive en tant que sportif aussi à aller chercher bah, toujours plus haut, toujours plus loin et à se dépasser et à se remettre au travail, tout simplement. Est-ce que tu as vécu est-ce que tu as des anecdotes un peu cocasses, ou des trucs qui te sont arrivés avec des personnalités ou pas d'ailleurs, soit au jeu, soit ailleurs dans les grandes compétitions, un truc qui se raconte pas trop, mais qui peut être quand même un peu racontable? Euh, Bah alors, je réfléchis, Ouais, ça ne devient pas. mais non, pas tant que ça. En vrai, nous, c'est vrai que la délégation française, on se connaît à peu près tous, Ouais. on se voit souvent il y a le CNOSF qui organise souvent des petites soirées bleues, etc. Donc tous les sports commencent à communier ensemble, à partager, et du coup, on est vraiment une grande et même famille. Nous, en plus, au basket, bah, le basket 5-5 n'était pas sur place, donc on était filles et garçons mélangés et on se mélangeait avec les autres sports. Donc voilà, grande famille, mais des trucs cocasses à raconter, non. Moi, ma crainte, c'était à Tokyo, pardon, donc on pouvait faire des machines à laver, sauf Ouais. qu'il y a 10 000 personnes qui lavent son linge en même temps, donc il y a plein de laundry de chaque côté du village. Et en fait, à Tokyo, on perdait du linge, ou le linge revenait 2 ou 3 jours après, alors qu'on joue tous les jours. Punaise. Donc nous, c'était un petit peu notre crainte cette année. Et en fait, c'était trop bien organisé. On avait le lendemain notre linge, on pouvait repartir au match avec du linge propre, etc. Trop Et bien. c'est bête, mais en fait, c'est super important quand on joue Bah, tous c'est les clair, jours. ouais, ouais, c'est les Donc petits détails voilà. qui font leur importance. Ta plus belle victoire? Ma plus belle victoire, ben, je dirais que c'est non. En 2022, justement, quand on fait championne du monde, on repart après des jeux où on finit quatrième. On fait un championnat d'Europe où on finit troisième à l'arraché parce qu'il faut rebondir après ces jeux. Et on repart avec une nouvelle équipe et on y va pour se faire plaisir et on ne sait pas trop où on va. Et en fait, on fait championne du monde. Et donc, vraiment, pour l'instant, le meilleur souvenir de ma vie. En plus, les garçons font troisième. Ils finissent à 3. Nous, on a tout le temps des scénarios un peu fous au 3-3 parce qu'on n'est que 4 dans l'équipe, pas de coach, ça demande beaucoup d'autonomie et de responsabilité. Et là, en fait, ils ont un blessé, ils doivent finir à 3. Ils jouent en Belgique contre les Belges pour aller chercher cette troisième place. Et ils arrivent à gagner juste avant que nous, on rentre en finale. Et je me rappelle que je m'échauffais, on était derrière un rideau noir comme ça, on s'échauffait derrière. Et en fait, j'arrivais pas à me concentrer parce que je voulais savoir ce qu'ils allaient faire. Donc, je regardais au travers le rideau. Et en fait, ils gagnent, ils finissent troisième. Et c'est à nous d'aller chercher la médaille d'or après. Et galvanisé comme jamais, on y va quoi et on le fait. Donc, Incroyable. juste incroyable. Alors, je me doute un petit peu de la réponse, mais après, je peux me tromper. Ta plus belle rencontre? Bah, ma plus belle rencontre, forcément, Franck. C'est vrai que c'est mon pilier aussi dans cette aventure. Ce qui est trop bien, on se le disait encore cette semaine, on se rappelle ben, les premiers salaires qu'on a gagnés ensemble, les premières victoires, les premières primes, les premières grosses défaites aussi. Et voilà, de voir comment on évolue, comment on avance, c'est trop génial. Et j'espère qu'il y aura encore plein d'aventures pour nous, que ce soit au basket 3-3, au basket 5-5, mais aussi dans notre vie personnelle. Bah, je vous le souhaite. Merci. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui ambitionnent de devenir basketteurs professionnels? Mais de croire en ses rêves, parce que franchement, c'est juste fou quand on peut essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est visés. C'est vrai que jamais je me serais vue aujourd'hui jouer au Prado, un Prado que je venais voir où je venais m'asseoir dans les tribunes. Et en fait, bah, c'est chose faite. Donc voilà, de travailler dur, de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Et le travail paye toujours. Voilà. Si tu devais dédicacer ta carrière à quelqu'un, à une personne en particulier, ce serait qui? Ce serait mes parents, mes 2 parents, mon papa parce qu'il a toujours cru en moi, il m'a toujours poussé, il m'a amené courir des dizaines de kilomètres alors que j'avais que 4-5 ans. Et en fait aujourd'hui je le remercie parce que si je cours comme ça, si je suis une infatigable, etc., c'est aussi grâce à lui. Et ma maman qui m'a permis aussi de garder la tête sur les épaules et de me fixer des objectifs tant scolaires que sportifs.
Donc voilà, mes 2 parents et ma famille en général, parce qu'ils sont toujours là à me soutenir. Et c'est vrai que ça me motive parce que je vois encore mes grands-parents qui font du vélo 2 ou 3 fois par semaine, à faire des 50 ou 80 km 2 ou Oui, 3 fois par semaine alors qu'ils ont presque 80 ans. Genre je me dis, ah ouais, j'espère que je serai comme eux à leur âge. c'est clair. Et voilà, c'est aussi pour eux que je fais tout ça et j'espère leur rendre ce qu'ils me donnent. Ben, merci beaucoup Laetitia. De rien. Merci de m'avoir accordé cette interview. Et puis au plaisir de te retrouver sur les terrains. Merci beaucoup. Génial.